Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. 25 novembre 2004, près de Pont-sur-Yonne. Géraldine Giraud et sa compagne Katia L'Herbier disparaissent après avoir passé le week-end de la Toussaint en Bourgogne. Leur dernier signe de vie, des achats par carte bancaire dans un supermarché de la région. Mais la caissière est formelle. Son client était un homme. Récit d'une affaire complexe par Michel Cuneau, commandant de police. Vous écoutez Une enquête dans la peau, l'affaire Trébert. Première partie. Je m'appelle Michel Cuneau. Je suis commandant de police en retraite. J'ai 64 ans. Habitué aux situations difficiles, aux ambiances explosives ou dramatiques, toute ma carrière aura été au service de l'intérêt général. J'ai toujours tenté de préserver ma vie personnelle, ma vie privée. Pourtant, une affaire a marqué la fin de ma carrière, celle de l'enlèvement de 2 jeunes femmes par un personnage intrigant, Jean-Pierre Trébert. C'est cette affaire que je vais vous raconter. J'ai connu Évry, Corbeil, les Tarterets, j'ai connu les violences urbaines et je suis un petit peu en overdose. Je quitte la banlieue où j'ai passé quasiment 20 ans pour retrouver une vie peut-être plus calme, plus sereine à Dijon. Novembre 2004. Katia L'Herbier et son amante Géraldine Giraud disparaissent. En fait, tout a commencé le 4 novembre 2004. Ce jour-là, la sœur de Katia L'Herbier et sa mère se présentent au commissariat de Sens et viennent signaler la disparition de Katia, qui n'a pas donné de nouvelles depuis le 1er novembre à 12h30. C'est inhabituel dans la mesure où elle est très proche de sa famille, elle donne des coups de téléphone, elle donne des nouvelles. Et le 5 novembre, M. Giraud, à Paris, fait la même déclaration pour sa fille Géraldine, pour laquelle il n'a plus de nouvelles depuis le 1er novembre au soir. Ces filles se connaissent depuis peu, elles sont tombées amoureuses, une relation très récente, et on parle de fugue amoureuse. Géraldine travaille sur Paris, Katia travaille à Sens, elles ont toutes les deux leurs occupations, leur famille, il n'y a aucun problème particulier. Les recherches ont été faites au niveau des agences de voyage, on ne retrouve aucune trace de ces filles, on fait des réquisitions sur les téléphones pour savoir s'ils fonctionnaient toujours. Celui de Géraldine Giraud a cessé de fonctionner le 1er novembre à 20h10, alors qu'il bornait, téléphone portable, il bornait sur l'Apostole, le lieu de résidence secondaire de monsieur et madame Giraud, lieu où elle a passé le week-end. Quant à Katia, son téléphone cesse de fonctionner le 2 novembre, donc le lendemain, sur une borne située à Saint-Julien-du-Sault, qui est une commune très voisine de Villeneuve-sur-Yonne. Dans cette affaire, 2 filles ont disparu, 2 filles de 35 ans. Je ne crois pas trop à la fugue amoureuse, donc je pense peut-être à une séquestration, dans la mesure où, en plus, on a affaire à la fille d'un acteur célèbre, mais il n'y a pas de demande de rançon. Ça fait déjà 15 jours. Les retrouver vivantes, séquestrées, ça devient compliqué. Dans les premiers jours, on peut y penser. Là, 15 jours, c'est très long. Le 17 novembre, on apprend que les cartes bancaires ont été utilisées en Seine-et-Marne, dans un magasin Carrefour. Et moi, je ne connais pas les filles. J'ai des photos de diffusion, mais je ne les ai jamais vues. Et reconnaître quelqu'un sur une vidéosurveillance qu'on n'a jamais vue, ça me paraît très compliqué. Aussi, j'appelle Monsieur Giraud. Pour moi, Monsieur Giraud, c'est un acteur célèbre. C'est un acteur que j'ai vu dans Les Bronzés, j'ai vu dans Papy fait de la Résistance. Je me présente et je lui dis, voilà, je vais monter en Seine-et-Marne, visionner les caméras de vidéosurveillance d'un supermarché où la carte bancaire a été utilisée, la carte de Géraldine. Donc on peut imaginer que sont-elles, peut-être, mais j'aimerais bien que vous soyez avec moi pour visionner les caméras et peut-être avoir une facilité de les reconnaître plus que moi. Je le retrouve au centre commercial, je sens que c'est un homme inquiet, mais décontracté, tout se passe bien. Donc on visionne ensemble les vidéosurveillances.
Et on ne voit pas de Géraldine ou de Katia, on ne trouve rien. Il y a 117 caméras, on visionne pendant plusieurs heures, il n'y a rien. Et il se trouve que la caisse qui était utilisée pour cet achat est derrière un pilier, et on la voit pas, cette caisse, quand même, pas de chance, mais on ne voit pas le moment où la transaction se fait. Donc on attend la caissière qui est en repos et qui reprend son travail en fin d'après-midi. Et là, cette jeune fille arrive et sans visionner, ça rappelle très bien du ticket. Parce qu'elle dit, mais je prenais mon travail, c'est quasiment mon premier client. Mais elle dit, c'était pas de fille, c'était un homme. Et là, M. Giraud a une réaction forte. Bien évidemment, pour lui, il me dit, si c'est un homme qui a utilisé la carte bancaire de ma fille, elle est morte. Et là, je reste avec mon collègue. Bien évidemment, on revisionne la vidéo, toutes les caméras avec cette jeune caissière. Et elle nous arrive à déterminer, à trouver un individu qu'on voit seul, effectivement, pousser un caddie. On le voit de 3/4, un petit peu en hauteur. On voit qu'il a le crâne un peu blond. C'est de forte corpulence. Son caddie est plein. Dans les achats, il y avait un petit peu de tout. Il y avait des vêtements, il y avait des couches pour bébé, il y avait de la nourriture, de la bière, il y avait de tout. Comme pour un couple. Comme pour un couple qui avait un jeune enfant. Est-ce que les cartes bancaires avaient été volées ? Dans quelles circonstances? Est-ce que les filles avaient demandé à quelqu'un de faire les courses pour elles? Mais vu les déclarations de M. Giraud et vu mon instinct, je croyais pas à ça. Quand on part avec mon collègue, bien évidemment, vu toutes les heures qu'on a passées au centre commercial, il est 22 ou 23 heures. On s'arrête dans un resto-route pour dîner, c'est glauque. Il y a 3 ou 4 routiers qui sont là, tout seuls, qui mangent en regardant une télé pendue au plafond. Et donc, on va passer notre vie sur l'autoroute et en voiture pour faire les investigations. Dès le lendemain, on a de nouveau l'avis d'une nouvelle utilisation de carte bancaire. La carte bancaire a été utilisée pour faire un achat d'essence dans une station-service Total, non loin du centre commercial. Donc, bien évidemment, on remonte à la station-service très rapidement. Et bien, nous en a pris parce que il se trouve qu'il y a des caméras de surveillance qui ont fonctionné. Et là, de nouveau, on voit apparaître le même homme. Mais il y a un élément encore important, un véhicule apparaît. On voit que c'est un véhicule Peugeot 205 blanc. Les premières recherches qu'on nous demande à nos collègues qui sont restés au bureau nous donnent 800 véhicules. Et on demande à un spécialiste de lui demander qu'est-ce que c'est qu'un véhicule. Et lui nous donne le type exact. Et on retombe sur quelques dizaines de véhicules. On se dit qu'on est en Seine-et-Marne, donc on va prendre 77. Et là, on tombe sur 6 véhicules, dont celui d'un nommé Jean-Pierre Trébert, qui habite rue du Bois à Villeneuve-sur-Yonne. Dès le lundi matin, on part en équipe à Villeneuve-sur-Yonne faire des recherches sur ce Jean-Pierre Trébert, mais la rue du Bois n'existe pas. Et on ne sait pas où il habite, on n'a rien, l'ancien propriétaire n'est pas contactable, donc on n'a rien. Mes collègues qui sont restés au bureau m'apprennent que par les impôts, un Jean-Pierre Trébert peut être domicilié au Châtelet-en-Brie. Je suis sur l'autoroute et je vois le panneau Châtelet-en-Brie, donc je bifurque. Et on apprend plus ou moins qu'il était domicilié dans un camping. On ne trouve pas grand-chose et ça nous amène dans un domaine agricole où on nous dit qu'il a pu être employé. On va à ce domaine agricole, on tombe avec une secrétaire. Elle nous dit effectivement, Jean-Pierre Trébert a été employé ici. On connaît, ouais, c'est Jean-Pierre Trébert. Il est plus là, on ne sait pas trop où il travaille d'ailleurs. Et on lui présente des photos. Elle nous dit, ben oui, c'est Jean-Pierre Trébert. On est sûr d'avoir identifié l'individu qui apparaissait sur toutes les vidéosurveillances. Mais elle nous dit, je ne sais pas où il travaille, mais je le vois passer le matin. Vers 7h30, il passe devant le domaine avec son véhicule. Je suis très content de l'avancée de cette enquête parce que ça va vite. Et on peut toujours encore espérer une issue favorable. Dès le lendemain matin, on met en place un dispositif de surveillance à proximité du domaine. Je suis dans un véhicule avec des collègues, les autres, on a 3 ou 4 véhicules. Et puis effectivement, vers 7h20, je crois, les collègues qui sont en place plus en amont nous avisent véhicule qui passe. Donc on le voit passer, on est planqué bien sûr. On le prend en filature et dès qu'on trouve le moment propice, on passe devant et on procède à son interpellation. On vérifie si c'est bien l'immatriculation, si c'est bien le véhicule. L'individu correspond aux photos qu'on a vues et lui est très calme. Et je l'interpelle. Et je dis, vous êtes Jean-Pierre Trébert? Ouais. Je prends son portefeuille
qui est dans la poche arrière droite de son pantalon. Et en ouvrant le portefeuille, je trouve les cartes bancaires. Je dis, c'est pas à vous ces cartes bancaires, là. Géraldine Giraud, Katia L'Herbier. Oh, c'est pour ça que vous m'interpellez? Oh, pas de problème. Le suspect est placé en garde à vue. Dès son interpellation, cet individu est très calme. Et c'est incompréhensible qu'il puisse être calme en ayant en possession des cartes bancaires des filles qui... Les cartes bancaires, ils ne sont pas à lui. 2h, 3h du matin, il nous dit bon, j'avoue, je vais vous raconter la vérité, mais je suis chasseur, j'adore mes chiens, je veux voir mes chiens. On a fait venir les chiens, on a fait venir des terriers à poil dur. On les a fait venir, donc il était content, il a passé un quart d'heure avec eux à les caresser, il était content, il a rigolé, et il nous a rien dit. Et c'est un comportement qu'il aura tout au long de la garde à vue. Il sait jouer, en fait. Et il nous a joué, nous, durant la garde à vue, dans la mesure où il nous a raconté de multiples versions. Il a raconté des histoires, d'inventer, d'évoluer en fonction des éléments d'enquête qu'on pourra trouver. Dans la nuit, il dit, bon, allez, je vais avouer, effectivement, il dit, je les ai connus, je les ai rencontrés, j'étais en panne avec mon véhicule, elles se sont arrêtées, elles m'ont chargé, et on a fait connaissance, on s'est liés d'amitié, on a fumé des pétards ensemble, on est allé à Paris, etc. Une autre version, il dit, je les ai connues 15 jours auparavant, je buvais une bière, elles étaient assises à côté de moi, donc des versions à chaque fois totalement différentes. Et puis, une version où ils vont à Paris dans la soirée, et puis elle décide de partir, donc elle lui confie des cartes bancaires, parce que, voilà, elles n'en ont pas besoin. Et lui, apparemment, il est drogué parce qu'il s'endort, il comprend pas pourquoi. Le lendemain matin, il se réveille, il est toujours à Paris, dans le même appartement avec les filles. Elle lui demande d'aller égarer le véhicule, mais il sait pas où. Le véhicule de Géraldine Giraud, il dit oui, c'est moi, je l'ai garé, mais à la demande de Géraldine, mais je me rappelle plus où. Voilà, c'est la garde à vue. Il est 2h du matin ou 3h du matin. Il est avec nous depuis 7h30 du matin. Et on commence à être un peu excédé. Mais voilà, cet individu est en garde à vue. On n'a pas d'éléments plus que ça à lui reprocher. Sinon qu'il est en possession des cartes bancaires et qu'il a utilisé les cartes bancaires. Mais bon, on n'a pas de corps, on n'a pas de... Personne n'a été tué, on ne sait pas où sont les filles. Il nous dit, elles sont parties en voyage. Je les connais, ils sont partis en voyage. On sent bien que ça paraît peu réel, mais que dire? Et moi, à la fin de la garde à vue, vu le comportement de cet individu, je me suis dit, mais s'il a tué les filles, il en a tué d'autres. C'est pas possible d'être aussi à l'aise. Les policiers perquisitionnent une première fois le domicile de Jean-Pierre Trébert. Donc il est en garde à vue dès le matin, très tôt, et bien évidemment, nous, on commence toutes les investigations qui vont avec cette mesure de garde à vue, à savoir qu'on apprend que Jean-Pierre Trébert vit plus ou moins dans une caravane, mais il possède également un domicile à Villeneuve-sur-Yonne. Donc après toutes les investigations de la journée, et après plusieurs auditions où on s'est rendu compte qu'il nous disait un petit peu n'importe quoi, on va à Villeneuve-sur-Yonne. La nuit tombe vite et on est au mois de novembre, et on se rend à cette adresse. À ce moment-là, il y a toujours l'espoir. Alors on est le 3 décembre, on a toujours l'espoir de les retrouver, même si on est un petit peu dans le flou, parce qu'il y a tellement d'endroits où elles peuvent être. C'est un pavillon, donc c'est un terrain clos. C'est meublé avec des meubles d'extérieur en plastique, une table en plastique, un fauteuil en plastique. Il y a des bouteilles de bière partout. C'est un capharnaüm en fait, avec des sacs poubelles, avec des tas de choses qui traînent partout. Donc bien évidemment, la perquisition de nuit, notre souci principal était de trouver les filles, elles ne sont pas là. Durant cette perquisition, on trouve quand même des armes. On trouve un pistolet automatique, un 6,35. On trouve un pistolet d'alarme, je crois de mémoire, approvisionné. On trouve des fusils de chasse, carabines. Voilà, on sait que c'est un chasseur. Malgré tout, la possession de ces armes de poing sont quand même particulières. Voilà, mais il ne s'explique pas particulièrement sur ses découvertes. Il a toujours une réponse adaptée. Pour se protéger, ou c'est pour... il aime les armes. Toujours des réponses un peu convenues, quoi. On n'avance pas dans la compréhension des faits, ni sur la destination des filles. On finit la garde à vue, sinon que lui nous dit, elles sont parties volontairement, elles sont parties en voyage,
pour une raison inconnue, il y a un secret. Mais j'ai rendez-vous avec elles le 3 décembre, la gare de Lyon. Elles vont arriver. Monsieur le juge le met en examen pour enlèvement, séquestration, escroquerie. Il est placé sous mandat de dépôt à Auxerre. 25 novembre 2004. L'affaire fait l'objet d'un emballement médiatique. Lors de la présentation de Jean-Pierre Trébert au juge d'instruction, le 25 novembre 2004, on arrive à contourner les médias. Michel Meuron, procureur. Et à soustraire Trébert aux caméras, aux micros, etc. Mais alors, dès le lendemain de la comparution de Jean-Pierre Trébert, quelqu'un a pris une photo de son arrivée au palais de justice. On est le 28 novembre 2004, je prends mon petit déjeuner dans un hôtel avec mes collègues, et l'un d'entre eux ramène un journal et on est en première page. Je suis en première page du journal avec Jean-Pierre Trébert. On voit Jean-Pierre Trébert entrer au palais de justice et moi je suis à côté flouté. Pendant 3 semaines, on nous a caché en fait ces disparitions. Stéphane Minca, journaliste. Et c'est uniquement au moment de l'arrestation, de la mise en garde à vue de Jean-Pierre Trébert qu'on l'apprend. On était déjà une dizaine de journalistes présents dans Lyon ce jour-là, parce que c'était le jour du procès d'Émile Louis. C'est le fameux tueur en série qui se déroulait à Auxerre, donc à quelques kilomètres de Sens. Et on attendait tous le verdict. On était dans la salle des pas perdus. Il est 18h à peu près. Et d'un coup, on voit que tous nos portables sonnent en fait. Toutes nos rédactions étaient en train de nous appeler en nous disant faut vous filier là à Sens là. Il y a la fille de Roland Giraud qui a disparu. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Alors, ça prend une proportion qui était inattendue. Cette affaire va devenir très compliquée à gérer, parce qu'on aura maintenant, et jusqu'au bout, la présence des médias. La presse, à ce moment-là, est un rouleau compresseur. On va doubler Michel Cuneau sur ses propres auditions. Il y a des gens qu'il a envie d'entendre, il y a des gens qu'il doit entendre, et nous, on l'a déjà fait, et leurs interviews sont déjà dans la presse. Celui qui est en première ligne en face des médias dans une affaire comme ça, c'est le procureur de la République, puisque c'est le seul qui est habilité à faire des déclarations. Enfin, habilité par la loi. Monsieur Meuron, qui est un procureur de la République qui est quand même confirmé, qui a de l'expérience, et Monsieur Gire, mais ce sont des professionnels, et on a tous le même sentiment. On est quand même sur une disparition vraiment inquiétante, et on s'attend au pire. Dites-vous bien une chose, c'est que Michael Gire et moi avons été installés au tribunal de grande instance de Sens en même temps. Voilà. Enfin que cette différence, c'est que lui, c'était son premier poste. On découvre un juge d'instruction, Michael Gire, très, très intellectuel, très fin, nouvellement nommé, donc il est là depuis 3 mois seulement, de mémoire, qui fait face à un procureur rodé à ce genre d'affaires, un mec qui a fait la Corse quand même. Et nous avons, au milieu de tout ça, un 3e élément qui est Michel Cuneau. Mais Michel Cuneau, c'est encore une personnalité différente. Alors bien évidemment, comme on est 2 services et assez nombreux à travailler sur cette affaire, les avis sont partagés. Et chacun donne son avis sur la personnalité de Jean-Pierre Trébert. Certains peuvent dire, il dit peut-être la vérité. En fait, qu'est-ce qu'il a à voir avec ces filles-là? C'est un ouvrier agricole, il dit peut-être la vérité. Et puis d'autres pensent, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il nous dit n'importe quoi, il invente tout le temps. Donc les avis sont partagés. On n'a pas d'avis définitif, personne, mais on ne sait pas trop à qui on a affaire. Le cercle des intimes de Jean-Pierre Trébert est passé au crible. Donc au cours de la garde à vue, on essaie de cerner un petit peu la personnalité de Jean-Pierre Trébert et notamment comment il vit et où il vit. Et on se rend compte qu'il est séparé de sa femme depuis quelques mois. Proche de lui évolue une femme qui s'appelle Patricia Darbo, qui est la femme d'un individu qu'il a connu au domaine agricole. Ils se sont fréquentés jusqu'au moment où Jean-Pierre Trébert a carrément quitté son emploi de garde-chasse et s'est lié à François Vivant pour travailler avec lui. Et cet individu a été incarcéré pour des faits d'escroquerie. Donc il se trouve, au moment de l'interpellation de Jean-Pierre Trébert, emprisonné. C'est des petits délinquants, c'est de l'escroquerie, mais sans grande envergure. Enfin, ils se la jouent peut-être aussi un peu, ces gens-là. Donc bon, ça les envoie en prison quand même.
Mais c'est pas non plus du grand banditisme. Hein. Mais François Vivant parti, Jean-Pierre Trébert a continué de s'occuper de Madame Patricia Darbo. Jean-Pierre Trébert nous explique qu'il a fait des achats pour cette femme qui a un jeune bébé, et notamment de la raison pour laquelle on voyait des couches dans les achats effectués avec la carte de Géraldine Giraud de Katia L'Herbier. Au niveau de la téléphonie, on se rendra compte qu'il est en constant contact avec elle. Il s'appelle tout le temps. Il s'appelle tout le temps avec Jean-Pierre. Et les appels sont encore plus resserrés et répétés autour du 1er novembre, date de la disparition des 2 filles. Pour moi, c'est une des clés de l'affaire. C'est-à-dire, elle s'est retrouvée seule, démunie, elle gagnait très peu d'argent, elle se retrouve avec un enfant, son type est parti en prison, et elle a besoin d'argent. Elle est extrêmement pressante auprès de Jean-Pierre Trébert, qui assez régulièrement l'aide financièrement. Et on place Madame Darbo en garde à vue pour l'entendre. Et là, depuis quelques semaines, elle a remarqué qu'il faisait des achats, et il l'aidait, il avait de l'argent. Mais lui nous a expliqué qu'il avait des cartes bancaires remises volontairement par les 2 filles. Elle peut rien nous dire sur la disparition des filles, elle ne sait rien. Elle ne sait pas l'utilisation des cartes bancaires, elle ignore tout en fait. Donc on n'apprend pas grand-chose et elle est remise en liberté. Donc on fait des investigations sur l'environnement du mis en cause et des victimes. Et effectivement, on fait des auditions de l'environnement des filles, et notamment de Madame Van Kempen, la tante de Géraldine et l'amie de Katia L'Herbier, sa colocataire. Katia et Géraldine se sont rencontrées par l'intermédiaire de Madame Van Kempen. Comme ça qu'elles avaient fait connaissance, elles sont tombées amoureuses immédiatement. Voilà, c'est un coup de foudre. Cette personne nous paraît un peu originale, elle est chanteuse lyrique. Marie-Christine, c'est un peu, je dirais, c'est un personnage dans la famille. Elle va intriguer Michel Cudot. Elle chante dans la campagne, elle se promène, elle habite, elle partage sa vie entre la campagne, c'est chez ses parents, et son appartement sénonnais. Elle était très liée à Katia, elles s'entendaient très bien, elles avaient des points communs toutes les deux sur le chant. Et parallèlement, on entend également la mère de Katia, et la mère de Katia L'Herbier, c'est une Tahitienne. Et elle nous dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu ma fille partir. C'était impressionnant. Madame L'Herbier, qui a des croyances tahitiennes et bien ancrées. Et elle dit, je l'ai vu partir sur un bateau, pirogue, quelque chose comme ça. Elle m'a dit ça. C'était impressionnant parce que pour elle, sa fille était décédée. On essaie de comprendre encore et on essaie de trouver des lieux où pourraient être les filles. Parties en vacances. On va bien évidemment au rendez-vous que nous a signalé Jean-Pierre Trébert, à savoir la gare de Lyon. On va un matin, à 8h du matin, à la gare de Lyon avec un dispositif important. Et bien évidemment, on reste 1h30, 2h et on voit personne apparaître. Et en même temps, monsieur le juge d'instruction entend Jean-Pierre Trébert et apprend que, lors de l'audition, qu'il a effectué des travaux. Et là, le juge va s'appliquer à lui faire parler de son emploi du temps du week-end de la Toussaint. Et il nous dit qu'il a travaillé dans le jardin, etc. Et à un moment, il lâche. Alors, pourquoi il dit ça? C'est un mystère. Est-ce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il vient de dire, ou est-ce qu'il le dit sciemment? Je ne sais pas. Je suis incapable de vous le dire. Il me dit qu'il a emprunté une mini-pelleteuse à l'un de ses anciens employeurs pour, dit-il, arracher des épines noires. Michael Girémont, on se regarde et on se dit, il les a enterrés dans le jardin. Les policiers perquisitionnent à nouveau le domicile de Jean-Pierre Trébert. Monsieur le juge m'appelle et m'informe. Elle me dit, ça serait bien qu'on fasse des recherches sur le terrain, bien évidemment, parce qu'on est allé de nuit, on n'a rien vu. Donc les fouilles sont effectuées en présence de Jean-Pierre Trébert, mais c'est nous qui sommes les maîtres d'œuvre, la police judiciaire. Dans le haut du terrain, on se rend compte qu'il y a une sorte de tombe. La terre a été remuée et remise. Et on découvre cet endroit, effectivement, dans le haut du terrain. Et très vite, on tombe sur la pierre qui est impossible de continuer à creuser. Mais là, je me suis dit, on va les trouver. On trouve les traces d'un foyer où a été brûlé des branchages. Et notamment dans ce foyer, on fouille, on creuse, et on commence à voir apparaître des éléments qui sont
qui n'ont rien à faire avec des branchages. Des reliquats de téléphones, on trouve des clés, et notamment des clés qui pourraient correspondre, d'après moi, mais à celle de Géraldine Giraud, à son appartement. Donc ils vont au domicile de l'Apostole, ça ouvre l'Apostole. D'autres vont au domicile parisien, ça ouvre le domicile parisien de Géraldine. Donc on a les clés des filles. Aucun affect particulier. Il ne bouge pas, Jean-Pierre Trébert. Donc le lendemain, on reprend les fouilles avec détecteurs de métaux dans le foyer, on retrouve d'autres éléments d'enquête. On revoit ensuite sous la maison. Voilà, mes collègues m'expliquent qu'ils sont passés dessous, les lampes et tout, on n'a rien trouvé. Et puis ils m'emmènent vers une truc en béton, un bouchon en béton avec un trou au milieu qui est bouché par une pierre. Et ils me disent, là c'est une sorte de puits, il y a des pierres dedans. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et en même temps, Jean-Pierre Trébert, qui était à une vingtaine de mètres de moi, était avec mes collègues, qui s'intéressaient pas, mais là d'un seul coup s'est intéressé à moi et se retournait constamment et se demandait ce que je faisais. Je voyais qu'il était inquiet. Le comportement était bizarre. Ah bon, donc j'enlève la pierre, bien évidemment, et puis avec une lampe électrique, je vois que quelque chose d'orange, vif. C'est le noir, c'est humide, puis il y a quelque chose d'orange vif, c'est particulier. Donc je demande, vous pouvez m'enlever le couvercle en béton là pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Il pousse le couvercle en béton et là j'ai une odeur pestilentielle qui sort du trou et que j'identifie comme une odeur de cadavre. Un collègue met une combinaison, descend, bouge des pierres et découvre un pied. Et à ce moment-là, Jean-Pierre Trébert a un pas et dit « Putain, l'enculé, il les a tués. » Excusez mon langage, ce sont ses propos. « Putain, l'enculé, il les a tués. » Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Marjorie Desjardins et réalisé par Marjorie Desjardins et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan, assistée de Marine Boudalier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.